Le petit déjeuner politique. Il est 7h42, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de Valérie Pécresse, présidente de Région Île-de-France, présidente du Parti Libre et auteur de ce livre. Et c'est cela qui change à tout aux éditions Robert Laffont. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Ce livre sous forme d'entretien, alors il y a beaucoup d'anecdotes, ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est aussi une forme de candidature à 2 ans de la présidentielle, on va y revenir. Vous pensez sincèrement brouiller encore les cartes et éviter l'affiche Macron-Le Pen? Comment y parvenir? Surtout, ce qui m'inquiète dans cette affiche, comme vous dites, Macron-Le Pen, c'est qu'à un moment donné, toutes les oppositions au président de la République se coalisent sur la figure de Marine Le Pen. Or, comme je l'explique dans mon livre, elle est peut-être la seule femme politique en France qui fait l'objet d'une vraie mansuétude. Quand elle dit une absolue énormité, ça passe, comme quand elle a dit que le SMIC horaire était à 36 €. Voilà, Madame Le Pen pense que le SMIC horaire est à 36 € et elle prétend représenter le peuple de France. Je pense qu'il faut vraiment, effectivement, desserrer cet étau Macron-Le Pen. Oui, mais alors c'est vrai, mais alors Macron séduit toujours quand même le centre droit, dont vous vous revendiquez, et vous rejetez le Rassemblement national et donc ses électeurs potentiels. Non, alors pas du tout. Moi, je ne rejette aucun électeur, et je ne suis pas d'accord avec l'assertion selon laquelle Emmanuel Macron est le centre droit, parce que je pense qu'il ne fait pas le quart de ce qu'il faut pour redresser le pays. Et je pense aussi qu'il porte un certain nombre de réformes injustes, comme la réforme des retraites actuellement, parce que cette réforme... Avec vos anciens amis comme Bruno Le Maire. Mais écoutez, avec mes anciens amis et des anciens amis de François Hollande aussi. Oui. Mais vous savez, moi je ne suis pas une femme qu'on débauche. J'ai aujourd'hui une certaine conviction de ce qu'il faut faire pour réformer la France. Je pense que notamment il est temps de tirer un signal d'alarme sur la situation des banlieues, sur la situation de la laïcité, sur la situation de la France face au communautarisme. Vous le savez, dans l'Île-de-France, nous avons une situation singulière. Un enfant sur 2 qui naît dans la région a un parent né à l'étranger. Un enfant sur 2 qui naît en Île-de-France aujourd'hui est issu de l'immigration. Ça suppose de repenser complètement notre politique d'intégration. Ça suppose de mettre la laïcité au cœur. Ça suppose aussi de retrouver une fierté française. Et tout ça, on n'en parle pas. On parle de la lutte contre le communautarisme. On parle jamais de l'intégration en positif. Qu'est-ce que c'est que la France, la francité? Qu'est-ce que c'est que notre fierté? Et qu'est-ce qu'on veut donner à nos enfants? Alors justement, Valérie Pécresse, parce qu'Emmanuel Macron, lors de son discours devant les maires de France, cette semaine, a abandonné l'idée plutôt d'une interdiction des listes communautaires. Il a raison ou il a tort? Mais je crois qu'il ne faut pas faire l'autruche. Vous savez, on est un peu à la dernière sortie de l'autoroute, avant la catastrophe. Il y a aujourd'hui, en France, et je connais des villes, dont je peux donner les noms, il y a en France des villes dans lesquelles, potentiellement, en mars, pourront se doter d'un maire proche des frères musulmans. Voilà. Alors la question, c'est... En Île-de-France, dans notamment en Île-de-France. Ouais. Notamment en Île-de-France et des grandes villes. Ouais, Donc, ouais. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on détourne le regard? Est-ce qu'on fait l'autruche? Est-ce qu'on dit ça ne nous concerne pas? Tant que le drame n'est pas arrivé, finalement, on ne fait rien? Ou est-ce qu'on fait quelque chose? Alors, c'est vrai que définir une liste communautaire, c'est très compliqué. Oui. C'est très compliqué parce qu'en réalité, ce ne sera pas si simple. Mais je vais vous donner une phrase qui a été prononcée par Monsieur Amida. Monsieur Amida est candidat à Goussainville, dans le Val d'Oise. Et Monsieur Amida, notoirement proche des frères musulmans, a prononcé cette phrase. Il a dit « Ah non, mais à Goussainville, il n'y aura pas de liste communautaire. Ma liste, et je le cite, sera composée de Français, de Turcs, d'Arabes et de Noirs. Elle ressemblera à Goussainville. » Alors cette phrase, vous voyez, c'est le communautarisme à visage découvert. Parce que sur une liste municipale, il n'y a pas des Français, des Noirs, des Arabes et des Turcs. Il n'y a que des Français. Oui, mais il veut dire que c'est une France métissée, quoi. Monsieur, oui. Il n'y a que des Français. Oui. Parce que c'est la loi. Oui. Et imaginez si quelqu'un d'autre que lui avait prononcé cette phrase. Imaginez le tollé. Pourquoi cette phrase, qui a été publiée dans un journal du matin, n'a pas soulevé la bronca, le scandale qu'elle aurait dû soulever? Voilà, le sujet aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas des communautés, on est la France. Alors comment est-ce qu'on interdit tout ça? Eh ben moi, je propose qu'on puisse cribler les listes électorales au municipal, comme on crible aujourd'hui les profils des chauffeurs de bus, des chauffeurs de métro à la RATP, qu'on puisse faire un criblage. Et s'il y a sur une liste électorale une personne qui est fichée
dans le fichier antiterroriste, eh bien, que ce soit une incompatibilité électorale et qu'il ne puisse pas se présenter. Parce que tout ça sous le contrôle du juge. Juridiquement, on ne peut pas effectivement interdire. C'est ce que vous dites aussi, quoi. Je dis qu'on peut interdire des candidatures individuelles. Et pourquoi je le dis ? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a des incompatibilités. Un policier ne peut pas se présenter dans la ville où il exerce. Oui. Mais en revanche, quelqu'un qui serait fiché au fichier antiterroriste, lui, pourrait se présenter. Vous vous rendez compte ? L'absurdité dans laquelle notre régime légal nous enferme. Oui. Donc moi, je propose cela sous le contrôle du juge, avec la possibilité de contester la décision préfectorale d'incompatibilité, mais qu'on ne laisse pas des fichiers S radicalisés inscrits au fichier antiterroriste se présenter à nos élections. Oui, Vous savez qu'un maire a le pouvoir de police dans sa ville ? Je ne peux pas accepter, comme le dit Sébastien Lecornu, qu'on attende qu'ils soient élus et puis on verra après, on les empêchera de faire le mal quand ils seront élus. Là, vous semblez vous démarquer effectivement et aller peut-être sur les terres un peu du Rassemblement national, quoi. Alors, non ? Mais absolument pas. Ce que je propose, c'est qu'on change la loi. Oui. Mais attendez, moi je pense pas que le SMIC est à 36 €. Monsieur Roger, si c'est ça la question. Non, je sais qu'il est à peine plus de 10 €. Mais sur l'immigration, je dis ce qui se passe. Mais la différence avec le Front National, et elle est quand même de taille, c'est que je pense que tous ces jeunes Français qui naissent aujourd'hui sont pleinement français et que ce sont nos compatriotes et qu'il va falloir les emmener dans un projet national et qu'on sera tous ensemble à la fin. Un dernier mot sur ce thème. Une association comme le CCIF qui vous attaque en justice à propos de l'interdiction du burkini. Le CCIF, c'est le conseil, je sais pas quoi. Oui, islamique, oui. Sur les bases de loisirs en Ile-de-France, est-ce qu'il participe à la montée du communautarisme alors ? Justement, mais je vais vous dire, je pense que les islamistes et le Front National se font la courte échelle. Je pense que le Front National, en attaquant la mosquée de Bayonne, plonge l'ensemble de nos compatriotes musulmans. C'est pas le Front National directement, faut pas. Bon. Sur l'attentat de Bayonne, c'est pas le parti. Non, c'est pas le parti, bien sûr. C'est un ancien élu du Front National qui s'est présenté aux élections sous les couleurs du Front National. Donc c'est un membre du Front National. Je rectifie mon propos, vous avez raison. Quand un membre du Front National attaque la mosquée de Bayonne, évidemment, il crée une immense peur chez nos compatriotes musulmans. Donc forcément, il y a un repli. Et de l'autre côté, vous avez effectivement une mouvance islamiste, proche des frères musulmans, proche de l'islam politique, qui, elle, fait de la surenchère. Le concept d'islamophobie, de ce point de vue, est un concept diabolique. C'est un concept diabolique parce que c'est un concept qui, jouant sur la victimisation de compatriotes musulmans qui, effectivement, se sentent aujourd'hui pointés du doigt, jouant sur la victimisation, empêche la critique de l'islam politique, empêche la critique de l'islamisme, mais empêche même aussi la critique toute simple des religions. Donc le sujet aujourd'hui, il est simple. Nous avons des forces extrêmes qui se font la courte échelle pour cliver la France, déchirer le pacte national. Et moi, je ne veux pas cela. Je veux une France apaisée, je veux une France unie, je veux une France où on dise à tous nos compatriotes musulmans qu'ils sont pleinement français, mais qui doivent donc aussi respecter pleinement les lois de la République, même devoir, même droit, c'est ça la République. Oui, Valérie Pécresse, alors une France apaisée, là c'est une France socialement quand même bouillonnante un petit peu, avec le 5 décembre aussi qui arrive, dont la CFDT cheminot qui rejoint le mouvement. Est-ce que le gouvernement, selon vous, peut encore déminer pour ne pas avoir un mois de décembre totalement paralysé ? Moi, j'ai beaucoup de craintes sur cette grève du 5 décembre, notamment qu'elle plonge des millions de Français dans une galère épouvantable, parce que vous le savez, et singulièrement en Ile-de-France, où nous avons 8,5 millions de personnes dans les transports en commun. Donc j'ai dit aux syndicats de la SNCF et de la RATP de ne pas se tromper de combat. Ils combattent une réforme qui est injuste à leurs yeux, et je partage leur point de vue, parce que je pense qu'on ne peut pas changer toutes les règles du jeu en cours de route. On ne peut pas dire à des personnes qui ont travaillé 30 ans que tout va changer. On ne peut pas dire à des femmes qui ont eu 3 enfants qu'on va leur enlever leur majoration pour avoir fait 3 enfants 20 ou 30 ans après qu'elles les aient mis au monde, vous voyez. Donc je pense que, effectivement, on peut combattre cette réforme, mais je pense que le droit de grève doit se concilier avec le droit des Français d'aller travailler. Parce que sinon, je pense que les cheminots vont, ils vont se tromper de combat et ils vont rendre leur cause impopulaire. Et j'ai demandé à la SNCF et à la RATP, si le service minimum n'est pas
garantie dans les transports en commun qu'il rembourse les voyageurs parce que c'est trop pénible, c'est trop horrible quand on a aujourd'hui des sociétés de transport qui ne remplissent pas leurs obligations. Quelle attitude vous attendez du chef de l'État d'Emmanuel Macron? Parce que là, on a vu qu'il y a plusieurs ministres qui sont déjà montés au front pour pointer la responsabilité des syndicats devant ce qui se passe. Ce que je crois, c'est que moi, je ne crois pas aux réformes cathédrales. J'explique d'ailleurs dans mon livre. Je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion un peu politique sur qu'est-ce que c'est que les réformes. Parce que je crois profondément que le pays est réformable. Je l'explique, j'ai fait la réforme des universités, on m'a brûlé en effigie dans la cour de la Sorbonne. Comme dirait Alain Juppé, ça fait pas mal, ça fait pas mal, mais en même temps, c'est quand même très violent. Donc, j'explique comment on réussit une réforme. On l'a réussi en n'essayant pas de faire la réforme cathédrale, en essayant de faire une réforme qui va changer les choses, mais en acceptant de prendre le temps. Si on faisait cette réforme de la disparition des régimes spéciaux pour tous les nouveaux entrants, ce que François Fillon proposait à la présidentielle, ce qui est déjà un énorme Big Bang, eh bien je crois qu'on pourrait avoir tout le pays derrière nous. Mais le problème de Emmanuel Macron, c'est qu'il a nié une réalité. Il a nié une réalité qui est qu'il y a un trou dans la caisse. Il y a un trou dans la caisse. Et comme il y a un trou dans la caisse, il va aussi falloir qu'il fasse quelque chose de très impopulaire, c'est-à-dire qu'il dise aux Français que nous allons devoir travailler plus longtemps pour ne pas perdre nos retraites, pour que les retraites ne baissent pas. Donc, est-ce qu'il est encore audible d'ailleurs, Emmanuel Macron, aujourd'hui? Il y a deux sujets aujourd'hui très importants. Comment on sauve nos retraites, comment on ose dire aux Français qu'il faudra travailler un peu plus longtemps, et comment on prend en compte la pénibilité de certains métiers pour lesquels on ne pourra pas travailler jusqu'à 65 ans. Premier sujet. Deuxième sujet, comment on met fin aux régimes spéciaux et aux inégalités de retraite, mais ça, c'est pour l'avenir. Voilà. Oui, un mot encore sur le 5 décembre. En tant que présidente de région, quel levier vous avez, pour essayer de proposer un service minimum? Écoutez, il est dans le contrat. Moi, je suis cliente de la SNCF et de la RATP, donc c'est dans mon contrat. J'ai reçu hier la présidente de la RATP qui m'a dit à quel point les cadres de la RATP étaient mobilisés. Vous savez que la RATP, dans les grandes grèves, fait revenir ces cadres pour conduire les métros à la place des grévistes. Donc voilà, la RATP va faire son maximum, la SNCF aussi. Moi, ce que je demande au gouvernement, c'est qu'on change la loi. La loi doit prévoir un service plein aux heures de pointe. Non, pas d'ici, non, pas d'ici le 5 décembre. D'ici le 5 décembre, mais qu'on en tire au moins les leçons. Qu'on en tire les leçons. Au XXIe siècle, le droit de grève doit pouvoir se concilier avec un principe constitutionnel qui est celui de la continuité des services publics. Mais d'ici le 5 décembre, qu'est-ce que peut faire le gouvernement pour éviter qu'il y ait une paralysie? Vous craignez, vous, justement, sur une grande partie du mois de décembre? Je pense qu'il faudrait reprendre complètement la concertation à zéro pour aboutir à une réforme qui ne soit pas une réforme injuste. Mais le temps est effectivement compté. Oui, et là, ça risque d'être impossible, quoi. Mission impossible. Non, c'est ce que vous avez... Je vous dis... Moi, je crois que cette réforme, elle est mal ficelée. Je pense que c'est une réforme cathédrale, comme la Constitution européenne en 2005. Mais je raconte dans mon livre toutes ces réformes qui, finalement, ont buté sur le fait qu'on voulait faire la réforme parfaite d'un seul coup, et que ça a finalement pas marché. Oui, il y a un sondage ce matin. François Baroin est jugé plus compétent et proche des gens qu'Emmanuel Macron. Voilà. Si ce n'est pas vous, ce serait un bon candidat donc pour 2022 alors? Je crois surtout que ce que montre ce sondage, c'est que finalement, être élu, comme nous le sommes, être proche de nos concitoyens, comme nous le sommes, c'est quand même un apprentissage important en politique. Vous voyez, moi là, en ce moment, je suis très inquiète de la montée de la précarité en Ile-de-France, de la précarité qu'on sent à tous les échelons. J'ai fait une proposition pour mettre à l'abri les SDF du métro, qui depuis des années vivent dans le métro et tout le monde les voit, tout le monde passe devant et personne ne s'en soucie. J'ai fait cette proposition au gouvernement et bien aujourd'hui, l'État refuse de m'aider à financer des maisons solidaires pour l'accueil de ces SDF, pour permettre que ces grands exclus, qui sont des Parisiens de très longue date, des gens qui sont depuis des années enfermés dans ces tunnels, puissent sortir. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse de l'État. Vous voyez donc, on a un État qui est déconnecté en réalité de la souffrance du terrain. À ce propos du terrain, d'un mot, qu'est-ce que vous allez faire après l'abandon d'Europa City dans le Val d'Oise, en région parisienne? Eh bien, nous nous sommes mobilisés avec tous les élus du Val d'Oise, de droite comme de gauche, hier, et la région a annoncé 1 milliard d'euros de plan de mobilisation pour le Val d'Oise. C'est des transports, c'est un lycée international, c'est un internat d'excellence, c'est un grand lieu culturel dans le Val d'Oise. C'est redonner l'espoir. Mais est-ce qu'il y a un projet en fait autour sur quoi il va tourner? Parce que des transports c'est bien et tout, mais ce que réclament aussi les habitants là, ce sont des emplois, quoi. Absolument. Et cet arrêt brutal d'un projet Europa City qui devait créer 10 000 emplois va avoir des conséquences sociales incalculables pour l'Est du département.
Je vous fais pas un dessin. La ville de Gonesse, c'est la ville où habitait le terroriste de la préfecture de police de Paris. C'est vous dire que ce territoire est en proie aujourd'hui à de la détresse sociale, mais aussi à du communautarisme, mais aussi à de la radicalisation. Donc il faut de l'emploi. Vous avez un projet alternatif ou pas? Mais je ne peux pas en avoir pour l'instant, pour la bonne et simple raison. Et comme les autres élus du Val d'Oise, comme la présidente du département, nous ne pouvons pas en avoir parce que nous ne savons pas ce que l'État nous interdira de faire. Et donc, pour faire revenir des investisseurs privés, c'est ce que la région va faire. Il faut recenser les friches industrielles de ce département, des friches dans lesquelles nous savons que la population, que les associations, que l'État ne nous mettra pas des bâtons dans les roues si nous amenons des entreprises. Le mot de la fin, Valérie Pécresse, avec Cécile Leménibus. Oui, vous êtes présidente de la région Île-de-France. Dans votre livre, beaucoup d'anecdotes croustillantes, on l'a dit. Il est question entre autres de violence politique. Et vous revenez sur les relations avec Anne Hidalgo et son absence totale de solidarité féminine. Qu'est-ce qui vous déçoit le plus chez elle? Est-ce que c'est la femme ou la mère? Politiquement, moi je crois qu'il faut un autre projet pour Paris. En tant que présidente de région, je le dis parce que Paris a besoin de retrouver, son rayonnement, a besoin de se réconcilier avec les familles. Je le vois, dans ma région, toutes les familles quittent Paris. Le logement y est trop cher, mais c'est lié à une politique de logement de la mairie qui, au lieu de construire du logement neuf, a préféré racheter des immeubles haussmanniens pour les transformer en logements sociaux. En faisant cela, elle retire des logements pour les classes moyennes, et donc du coup elle renchérit les loyers. Et après, il dit on bloque les loyers, mais tout ça ne crée pas de logement. Donc il faudrait transformer les bureaux de Parisiens en logements, il faudrait reconstruire sur les logements insalubres du nord de Paris, il faudrait créer du logement, faire revenir les familles à Paris. Et je crois que ce projet pour Paris, il doit être porté. L'abandon du projet de la gare du Nord par la mairie de Paris est là aussi pour moi une terrible faute. Nous avons besoin d'une gare du Nord, nous avons besoin de refaire complètement le 10e, le 18e. En tout cas, plus de cohésion entre Paris et la région Île-de-France. Mais plus de cohésion et surtout des beaux projets pour tous les franciliens. Parce que la gare du Nord rénovée, c'est moins de dealers, c'est moins de trafic et c'est surtout une gare accueillante pour tous les habitants du Nord de l'Île-de-France. Oui, merci Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Et puis ce livre, donc, livre un peu programme. Et c'est cela qui change tout. Non, c'est pas un livre programme, c'est mon regard sur l'Île-de-France. Oui, et c'est aussi... Il n'y a pas que ça. Et sur la politique, parce que j'en dis beaucoup sur la violence de la politique. C'est le début, c'est le compte à rebours. Allez, c'est parti. Merci à vous, Valérie Pécresse, d'être venue ce matin au micro Sud Radio. Restez avec nous, 7h59, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.